J'ai le plaisir d'accueillir à présent Anthony Guyon, enseignant agrégé en lycée et à Sciences Po Paris, qui nous arrive aujourd'hui de Antibes. Merci beaucoup d'avoir fait tout ce chemin pour faire l'aller-retour aujourd'hui. Anthony va nous présenter une conférence intitulée « L'Afrique et le monde, d'une guerre à l'autre, expérience individuelle, transformation sociale, 1914-1947 ». Anthony, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et c'est évidemment un plaisir d'avoir traversé toute la France pour être ici aujourd'hui. Alors notre histoire, elle commence le 11 novembre 1918. Il est 5h45 du matin. Après 4 années de terribles combats, un génocide, des souffrances terribles au front à l'arrière, un paysage politique bouleversé, l'armistice est signé. Le cessez-le-feu aura lieu à 11h. Mais des soldats sont morts ce jour-là, comme nous le rappelle Wikipédia. D'ailleurs, du côté des Français, on a fait le choix d'antidater ces morts. Ces hommes sont morts le 10 novembre, comme si ces morts n'avaient plus de sens. Mais la guerre est terminée. Toujours selon l'encyclopédie en ligne, le dernier mort de la guerre, le dernier mort au combat, est Henri Gunther. Vous avez ici sa stèle. À 10h45, il charge les Allemands qui ne comprennent pas trop ce qui se passe, et donc il est reconnu comme le dernier mort. Traversons 24 ans d'histoire. Opération Torche, novembre 1942. On a un numéro de l'histoire qui est entièrement consacré. Tous les bons ingrédients y sont. Le renard du désert, la France libre, la dimension tragique aussi, puisque la résistance va participer à la libération d'Alger, alors que pour le Maroc et la Tunisie, ce ne sera pas du tout le même scénario. Tout y est, enfin presque. L'Afrique, vous le voyez, dans les deux cas, est oubliée. Pourtant, l'opération Torche, elle a lieu au Maroc et en Algérie. Et vous voyez que là, les populations sont un petit peu oubliées, alors que du côté de la Grande Guerre, le général Lettow-Vorbeck, du côté allemand, continue les combats. C'est-à-dire les Britanniques lui signalent le 13 novembre que la guerre est terminée, il continue pendant 10 jours. Et donc il faudra 10 jours de plus pour que les combats se terminent. Alors, vous voyez que ces deux exemples nous montrent une certaine invisibilisation de l'Afrique, même si le scénario n'est pas du tout le même. En fait, pour la Grande Guerre, la guerre n'est pas intéressante en Afrique. Verdun, les Dardanelles, Tannenberg, on n'a pas d'équivalent. La bataille de Sandfontein en Afrique, qui oppose, si vous voulez, l'Afrique du Sud en septembre 1914, fait 30 morts et une centaine de blessés. Donc on est loin des 27 000 morts du 22 août 1914 côté français, loin des 300 000 morts de Verdun. Et finalement, ici, l'erreur, si vous voulez, c'est de vouloir regarder la Première Guerre mondiale en Afrique au prisme de ce qui s'est passé en Europe. Il faudrait trouver l'équivalent de la Somme pour l'étudier sur un plan militaire. Soyons honnêtes, les batailles n'ont pas la même ampleur, il n'y a pas ce dispositif d'artillerie avec des tranchées dans un système élaboré, si vous me permettez le terme. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est très différent. C'est-à-dire ici, les batailles sont intéressantes, notamment en Afrique du Nord. Tout le monde a entendu parler d'El Alamein, de Bir Hakeim. D'ailleurs, si vous prenez l'illustration qu'on retrouve souvent pour la bataille de Bir Hakeim, donc c'est le grand combat de la France libre en mai-juin 1942, 3700 Français et Britanniques affrontent des troupes allemandes et italiennes en nombre 10 fois supérieur. Sauf que les 2 tiers de ces troupes sont des soldats africains, notamment d'Afrique équatoriale française. On y reviendra sur la différence entre les soldats d'AEF et d'AOF. Et donc très souvent, ils sont oubliés dans les différentes illustrations. Alors, on n'a pas attendu pour évidemment mettre un terme à tout ça. Vous avez toute une série de travaux, par exemple Eric Jennings, qui dans un livre a écrit « La France libre fut africaine ». On ne cherche pas à montrer ça, on ne cherche pas à dire que les 2 guerres mondiales ont été africaines, juste à retrouver finalement la place des sociétés. Nous verrons aussi qu'il y a quelques différences entre le continent et les sociétés derrière. Donc j'ai cité les travaux d'Eric Jennings, on pourrait rajouter les travaux de Jean-François Murassiol. Ces dernières années, le schéma est donc à nuancer. On a commencé à travailler dessus, et surtout même dans le grand public. Vous avez probablement au moins entendu parler d'un de ces 2 films, le film Indigène, et même le deuxième. Nos patriotes racontent le parcours d'Adiba, qui est un Guinéen qui va construire la résistance des Vosges et qui mourra entre les mains des Allemands en 1943. Pour autant, donc, si on peut regretter cette présence pour le moins sporadique du continent et de ses habitants, il serait autant faux de dire que tout s'est joué en Afrique que de dire que l'Afrique a été le berceau de l'humanité. Juste, les sociétés africaines ne sont pas passives, c'est-à-dire elles sont bien conscientes des enjeux qui jouent en Europe. Et elles se superposent aux enjeux locaux. Tantôt, ces enjeux l'emportent, tantôt, ils s'effacent devant les enjeux internationaux.
Le sujet proposé est aussi passionnant, puisque d'un côté, vous avez les deux guerres mondiales. Finalement, de tout ce que vous aurez entendu aujourd'hui, quand vous avez lu sur le papier, c'est peut-être ce que vous connaissez le mieux, puisque ça occupe nos programmes du secondaire. Soyons honnêtes, dans le monde éditorial, sortir un livre sur la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, vous avez plus de chances de pouvoir trouver un éditeur. Et donc, ce serait peut-être altruiste, mais l'Afrique n'a pas bénéficié de la même mise en lumière. Et je crois que le piège ici, si vous voulez, ce serait de se rabattre sur nos connaissances, de parler de Patton, de Montgomery, de Rommel, et d'oublier finalement quelques spécificités africaines. Par exemple, la grippe espagnole, qui est un bel exemple, en fin de Première Guerre mondiale, d'histoire connectée, ou des personnages assez particuliers. Pendant la Première Guerre mondiale, les porteurs. Pour un combattant, qu'il soit africain ou européen, vous avez, c'est une moyenne, 3 porteurs sur lesquels on manque d'informations, et qui sont un petit peu aussi les oubliés donc, de ce premier conflit. Autre point, évidemment, c'est de garder en tête la diversité de l'Afrique, c'est-à-dire, peu importe lequel des deux conflits nous allons prendre, la guerre n'a pas été la même au Caire et au Cap de Bonne-Espérance. En 1943, personne ne va dire que la guerre est la même aux Pays-Bas et à Stalingrad. Donc, ici, ce sera un petit peu notre angle d'attaque, c'est-à-dire que les deux guerres mondiales, finalement, n'ont pas été des guerres au rabais. C'est ce que nous essaierons de montrer ici. Alors, nous allons parler bien sûr de guerre entre Allemands et les Britanniques, avec les Français, mais il faut aussi voir, ça a été évoqué tout à l'heure par Benoît Beuchet, les guerres peuvent aussi mettre face à face des sociétés africaines qui vont faire des choix différents. Pensez que côté français, certains vont choisir Vichy, d'autres vont choisir la France libre, et donc se retrouver face à face. Tout à l'heure, quand on parlait de la révolte du Bani-Volta, des tirailleurs sénégalais vont être utilisés pour mettre fin à cette révolte, alors que d'autres sociétés, comme la société Mossi, qui était évoquée tout à l'heure, est plutôt du côté français. C'est là que le sujet est vraiment passionnant, c'est-à-dire il y a tout cet enchevêtrement de spécificités. Côté bibliographie, soyons honnêtes, la bibliographie est tellement massive, voilà, je vais vous mettre les quelques ouvrages qui seront nécessaires, mais ce qu'il faut surtout, c'est ne pas vous éloigner de la lettre de cadrage, et au fur et à mesure, voilà, je vous donnerai les ouvrages qui sont nécessaires sur les différents sujets. On va faire très original avec un plan en 3 parties. Dans un premier temps, donc, on verra les enjeux géopolitiques, mais comment ils sont redessinés finalement en Afrique. Dans la deuxième partie, on sera vraiment dans le cœur du sujet, avec les populations africaines. Comment est-ce qu'elles ont traversé ce conflit? Quelles sont les souffrances particulières, mais quelles sont aussi leurs possibilités de s'affirmer pendant ce conflit? Et dans une troisième partie, de manière tout à fait logique, nous terminerons par les sorties de guerre. Donc l'enjeu ici, dans cette première partie, finalement, c'est de retrouver comment les enjeux qui ont été dessinés à Berlin, à Londres, à Paris, dans l'Empire ottoman, vont être mis en application en Afrique, et comment finalement elles vont être réinterprétées selon les sociétés locales. Petit effort de définition, je rappelle que les bandes chronologiques se définissent dans une introduction. Vous me pardonnerez, j'espère. Alors, 14-18 et 39-45 sont-elles des dates afro-compatibles? J'enfonce une porte ouverte, ça fait bien longtemps, évidemment, que les historiens ont revu les dates de départ et de fin de ces différents conflits. J'ai pris 2 exemples, mais il faut plutôt vous dire que c'est une réflexion collective. Par exemple, Nicolas Beaupré, ici, part de 1912, c'est-à-dire les guerres balkaniques, qui nous offre une certaine continuité avec la Grande Guerre, sur le plan de l'armement, des violences faites notamment aux civils. Il termine en 1923 avec le traité de Lausanne. L'autre ouvrage, c'est une somme en 2 tomes dirigée par Alia Aglan et Robert Frank. Donc eux, ils partent de 1937, ils vont jusqu'à 1947, et prennent pleinement en compte les continents, certes, asiatiques et africains, mais aussi, par exemple, sud-américains. Alors, on trouvera un moyen de vous faire passer le fichier, puisque à chaque fois que vous avez un livre, en fait, je vous ai mis dessus un lien vers un compte-rendu, vers un podcast, bref, vers différents éléments qui ne vont pas arranger votre temps de sommeil. La bonne nouvelle aussi pour le deuxième ouvrage, c'est que les personnes qui ont écrit dedans sont de vraies historiennes et historiens de l'Afrique. Camille Lefebvre, qui a obtenu l'an dernier pour ce prix, cette année d'ailleurs, pardon, le prix du livre d'histoire du Sénat, et Eric Jennings, sur lequel nous reviendrons bien en détail. Donc pour revenir sur nos dates, si je prends 1912, ça ne fonctionne pas, puisque bon, les guerres balkaniques ne sont pas plus pertinentes que l'attentat de Sarajevo pour démarrer la guerre en Afrique. Alors, je ne vais pas briller par mon originalité, on va partir d'août 1914. Pourquoi août 1914? Le 6 août 1914, les Britanniques, puis les Français, attaquent le Togo. Et donc, ça veut dire que les combats en Afrique ont commencé dès le départ, en même temps qu'en Europe,
et il se termine après. En aucun cas, je suis en train de dire que les combats ont été plus meurtriers, nous verrons la spécificité des combats un petit peu plus tard, c'est juste que d'un point de vue chronologique, les combats y occupent la totalité de notre chronologie. Pour la Deuxième Guerre mondiale, on va faire le choix finalement aussi de 1937, puisque en 1937, notamment côté français, il y a le plan E qui est établi. Le plan E réfléchit à comment s'organiser face à une future guerre, très probable, et l'Afrique sera fortement mise à contribution. Le plan E prévoit 178 000 hommes pour la WEF, donc il faudra fournir 178 000 hommes, et pour la EF, 15 000 hommes. Le chiffre est colossal, hein. Dites-vous que depuis 1920-1921, on avait des projections assez optimistes en espérant recruter 12 000 hommes par an, selon le général Mangin. On a plutôt revu les chiffres à la baisse à 8 000 hommes. On s'est rendu compte assez tôt, hein, dès la Grande Guerre, finalement, que l'Afrique n'est pas un réservoir inépuisable d'hommes. Bien loin de là. On y reviendra quand on abordera toutes les questions de recrutement. Dater les fins de guerre est encore plus complexe avec la notion finalement de sortie de guerre. C'est-à-dire plutôt que de dire le 11 novembre 1918 ou le traité de Versailles, on préfère donner une certaine épaisseur, en faire une période pour la sortie de guerre. On va rester sur des dates relativement larges, on va prendre 1921 pour la fin de la Grande Guerre. Pourquoi 1921 ? C'est parce que les derniers soldats africains qui ont combattu en Europe rentrent chez eux. Ce sont les soldats finalement qui auront servi le plus longtemps dans le cadre de la Grande Guerre. Hein. Beaucoup de tirailleurs sénégalais vont mourir après la Grande Guerre, alors que les combats sont terminés depuis longtemps, notamment de maladies, de la grippe espagnole, comme on a pu évoquer l'exemple tout à l'heure. Et pour la Deuxième Guerre mondiale, on prendra la date de 1947, avec l'affirmation des mouvements indépendantistes, et notamment la révolte de Madagascar, puisqu'on change de paradigme avec la révolte de Madagascar. On est sur des logiques qui sont complètement différentes. Après cet effort de date, prenons donc les deux guerres et essayons de voir les enjeux stratégiques. Donc la carte, elle est tirée de l'Atlas historique de l'Afrique dirigé par Isabelle Surin et François-Xavier Fauvel, et je m'appuie principalement sur Marc Michel, qui est vraiment le spécialiste de l'Afrique dans la Grande Guerre. Soyons honnêtes, l'Afrique n'est pas une cause majeure du conflit de la Première Guerre mondiale. On ne va pas surévaluer les choses. Mais il y a quelques projets. Par exemple, le chancelier Bethmann Hollweg rêve d'une Mittel Africa. Les espaces en vert sont les espaces qui appartiennent à l'Allemagne, qui irait du Cameroun jusqu'à l'Afrique orientale allemande. Bon, soyons plus clairs, ils espèrent s'emparer du Congo belge, ce qui relève quand même un petit peu de l'utopie, quand on connaît la taille des territoires et aussi les moyens dont dispose l'Allemagne en Afrique. Ce sera une des autres questions sur lesquelles nous reviendrons. D'ailleurs, si on se réfère à l'acte de Berlin en 1885, bon, ça commence à dater, mais normalement, en cas de guerre entre les belligérants, le conflit ne devait pas concerner les territoires africains. Finalement, pour la Première Guerre, vous devez retenir deux choses. Première chose, l'Allemagne combat toujours en infériorité numérique. On peut donc être surpris par cette longue résistance, ce qui fait du personnage Leto Vorbeck un personnage dont on a tendance un petit peu à surévaluer l'importance dans certains milieux, et aussi de comprendre la profonde réticence de l'Allemagne à combattre en Afrique. On verra qu'il y a d'autres arguments, mais je pense que c'est quand même l'argument principal. On ne veut pas combattre en infériorité numérique et on ne veut pas perdre en Afrique non plus. Deuxième chose, c'est que pour les Alliés, l'Afrique va devenir de plus en plus importante. Ça, c'est un point commun entre les deux conflits. Il y a des matières premières, il y a des soldats à prendre, et il y a des porteurs pour faire la guerre en Afrique. Donc, au fur et à mesure, ces territoires africains sont de plus en plus importants pour les Alliés, et notamment les Britanniques. On le verra après dans le cas de la Deuxième Guerre mondiale. Quand en août 1914, on voit le conflit se dessiner, le gouverneur Vandering, qui est donc gouverneur au Togo, écrit aux Britanniques et aux Français. Il leur dit qu'il ne faut pas de conflit entre les Européens. Pourquoi ? Alors, il ne va pas dire je n'ai pas envie de combattre en infériorité numérique. Un des arguments qu'il met en avant, il ne faut pas que des hommes blancs s'affrontent en Afrique. Ce ne serait pas la première fois, hein, bien sûr. Mais bon, il insiste sur ce point-là, c'est-à-dire les deux camps, finalement, s'affaibliraient mutuellement, peu importe qui est le vainqueur. Et donc, on donnerait aux populations colonisées l'idée que l'homme blanc peut être battu dans un contexte. Encore une fois, ils n'ont pas attendu les différents combats pour savoir que les troupes françaises, britanniques et donc les autres troupes du côté de l'Afrique de l'Est peuvent être battues. Les différents territoires donc, qui sont possédés, donc le Togo, début de la campagne le 6 août, 26 août, Lomé est prise.
Donc le Togo. La campagne du Togo aura duré 1 mois. Ensuite, on passe au sud-ouest africain allemand, qui tombe en 1915. Le Cameroun, une campagne un petit peu plus importante, 1916. Et finalement, après, il vous reste que l'Afrique orientale allemande. Et donc, c'est ce fameux territoire qui va durer jusqu'au-delà du 11 novembre 1918. Donc voilà, d'un point de vue territorial. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que pour les deux camps, cela n'a pas la même importance. Et aussi, côté allemand, il y a une part de conviction. C'est-à-dire, ces territoires, ils y sont moins attachés que les autres puissances européennes, puisqu'ils sont plus récents. Et par exemple, lors de la crise de 1911 pour le Maroc, les Allemands acceptent de reconnaître le protectorat français sur le Maroc en échange de 272 000 km², 272 000 km² en Afrique équatoriale, donc ce qui permet d'élargir le Cameroun allemand et surtout de lui donner accès aux fleuves Ubangui et Congo. Donc, il y a aussi, voilà, chez les Allemands, la volonté de toujours donner l'avantage à la négociation. Si on prend la Deuxième Guerre mondiale, c'est très différent. Il n'y a pas ce projet de Mittel africain. Hitler, soyons honnêtes, n'a pas de très haut projet pour l'Afrique, en particulier l'Afrique subsaharienne. On va voir évidemment que pour l'Afrique du Nord, il y a beaucoup de pragmatisme également. Et aussi, il y a un lien entre les deux, c'est-à-dire que les Allemands ont perdu toutes leurs colonies. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de territoire en Allemagne, et ce sont plutôt les Italiens qui sont concernés ici. Pensez à la guerre d'Éthiopie, 1935-1936, 150 000 morts éthiopiens. Donc du coup, les territoires qui vont plutôt être concernés sont dans la corne est de l'Afrique, autour des possessions italiennes. La Libye suivra une logique un petit peu différente. C'est un théâtre, c'est un enjeu. Pour le coup, ici, oui, les batailles sont des batailles beaucoup plus significatives, et aucun livre d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, autant un livre d'histoire de la Première Guerre mondiale qui ne mentionne pas Sonnefontaine, je ne les ai pas comptés, mais ils doivent être particulièrement nombreux. Un livre d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale, notamment sur les aspects militaires, qui n'irait pas sur l'Égypte, qui ne parlerait pas de la campagne de Tunisie ou de la bataille d'El Alamein, je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter cet ouvrage. Donc, ces batailles aussi sont décisives. C'est-à-dire, El Alamein a plus ou moins le même effet géopolitique que Stalingrad. Le but, finalement, est de s'ouvrir la porte du Moyen-Orient et donc l'accès au pétrole. Autre chose aussi, c'est depuis l'Afrique du Nord qu'on va organiser le débarquement en Sicile, en Italie, l'opération Anvil. Donc vraiment, ici, il y a un rôle sur le plan stratégique, et c'est pour ça, évidemment, que l'Afrique est beaucoup plus évoquée dans les livres sur la Deuxième Guerre mondiale. Autre point, c'est que pendant le premier conflit mondial, seuls les Français ont amené des soldats d'Afrique subsaharienne en Europe. Désormais, il y a besoin de beaucoup d'hommes, donc on va retrouver par exemple des Gambiens, des habitants du Somaliland, qui sont envoyés en Birmanie. Aussi, côté français, c'est vrai que quand on travaille sur les soldats africains côté français, on dit toujours que ce sont les soldats d'AOF, en faisant un classement très opportuniste, qui fournissent les meilleurs combattants. Et finalement, l'AEF, le Congo, l'Ubangui-Tchari, le Gabon, ne fournirait des combattants que de piètre qualité. Mauvaise nouvelle, si on suit cette logique, ce sont essentiellement ces hommes qui vont fournir les troupes de la France libre. On verra un petit peu juste après pourquoi. Si on regarde quand même le rapport de force, l'Afrique équatoriale française plus l'AOF vont fournir 30 000 hommes à la France libre. On est très loin des 690 000 Australiens. Mais ramenez ça aux effectifs de la France libre. La France libre, en 1943, c'est 70 000 hommes. C'est-à-dire qu'en 1943, la moitié des hommes ont été pris dans les colonies. Quand je dis ont été pris, il y a une part de volontariat, mais bon, le volontariat dans le recrutement en Afrique a un sens assez particulier. Toujours pour donner quelques chiffres, pour enrichir votre copie, dans l'Afrique britannique, on va prélever beaucoup plus d'hommes. Si on prend rien que l'Afrique de l'Est, 323 000 hommes. 25 000 hommes au Soudan et 340 000 hommes en Afrique du Sud. Évidemment, la logique, elle est complètement différente ici, puisque les 2 tiers sont des hommes blancs. Il y a d'ailleurs également sur cet effectif 25 000 femmes. Donc, aussi, côté britannique, comme pour côté français, finalement, la frontière entre le recrutement volontaire et le recrutement forcé, la frontière est profondément ténue, c'est-à-dire très souvent, un engagement forcé peut être transformé en volontariat pour la suite. Mais
la solde constitue rarement une motivation, mais si vous allez par exemple au Kenya, le Kenya est touché depuis plusieurs années par des sécheresses, on a des populations qui sont particulièrement pauvres, la solde, certes, pour une infime partie de la population, la solde peut représenter une motivation. Donc, ces hommes vont partir combattre en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, à Madagascar, en Italie, en Birmanie. Dernier point dans cette première partie, c'est que, oui, tout à l'heure, je parlais d'une bataille qui a fait 30 morts, donc bon, peut-être que vous ne l'avez même pas prise en note, mais il faut bien regarder finalement le caractère des combats sur place, le caractère de la guerre en Afrique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 2 décennies, les historiens de la Première Guerre mondiale se sont écharpés pour savoir si on avait combattu par contrainte ou consentement. J'abuse un peu. Et notamment, il y avait un concept qui avait été forgé, c'était par George Moss, c'était le concept de brutalisation. C'est-à-dire, avec la Première Guerre mondiale, la violence est devenue de plus en plus banale. Évidemment, ce concept a été critiqué, on ne va pas trancher aujourd'hui, sinon on va s'attirer les foudres de beaucoup de monde. Banalisation de la violence en Afrique, ça fait un moment qu'elle existe. Dans sa pratique, vous avez eu le génocide des Herero et des Nama entre 1904 et 1908, mais aussi dans sa monstration. Ici, je vous ai mis le livre de Daniel Folliard, très 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 beau livre, qu'il vous faut vraiment connaître, qui présente finalement la photographie en contexte colonial. Et son livre, il est passionnant, si vous voulez, parce qu'il utilise peu de clichés. Souvent, quand on a beaucoup de clichés, on a tendance à abuser. Et lui, il n'en présente que quelques-uns, mais il les contextualise solidement. Il revient, il critique notre premier aspect, etc. C'est un livre malheureusement qui est très dur à lire en diagonale, mais c'est vraiment un livre qui vous fournirait des exemples assez formidables. Donc tout ça pour dire que la façon dont on montre la violence en Afrique et en Asie, pour suivre son propos, est terrible. Et donc, on a finalement la violence de la Première Guerre mondiale. Donc oui, on ne parle pas de bataille d'artillerie, il y a des gueules cassées, mais généralement, elles ont été plutôt faites en Europe, mais elle va se superposer à la violence coloniale. Et donc ici, j'aimerais développer un exemple qui est particulièrement intéressant, c'est un article qui a été développé par Jean-Pierre Chrétien. Jean-Pierre Chrétien, désolé, je vais citer que des historiennes de l'Afrique. Jean-Pierre Chrétien, c'est vraiment un nom que vous devez connaître pour la région des Grands Lacs. Il a aussi beaucoup réfléchi sur les causes du génocide des Tutsis. C'est hors de votre période, mais les causes sont allées chercher beaucoup plus loin. Et donc, c'est vraiment un des plus fins connaisseurs de la période. Et son article ici, il est passionnant. Il est tiré de l'excellente revue Outre-mer. Donc, on a d'un côté le Congo belge, le Burundi allemand, et l'Ouganda, donc pardon, excusez-moi, nous sommes dans cette région-là, Congo belge, Burundi, et l'Ouganda, qui est sous protectorat britannique. Alors, pour les Allemands, on a vraiment des effectifs qui sont relativement faibles, et en fait, on s'appuie sur les Askaris. Les Askaris, pour vous dire, c'est un terme qui est encore plus générique que tirailleurs sénégalais, puisque globalement, ça regroupe tous les soldats africains qu'on va recruter dans l'Est de l'Afrique, que ce soit côté allemand, portugais, belge, ou il doit m'en manquer un britannique, je pense, que je n'ai peut-être pas évoqué. Quelle est l'importance du Burundi pour l'Allemagne ? Peut-être que des chiffres vous donneront une idée. En 1914, au Burundi, vous avez 20 militaires allemands, dont les médecins, et moins de 10 civils. En janvier 1915, donc une attaque est menée depuis le Burundi allemand, donc janvier 1915. Pour cette attaque, tenez-vous bien pour les effectifs colossaux qui vont être mis en œuvre, 15 militaires européens, 111 askaris et 2 mitrailleuses, dont une qui va s'enrayer. Donc évidemment, la campagne ne prend pas, quand vous voyez le Congo belge, et donc depuis le Congo belge, on va organiser la contre-attaque. Je passe sur les aspects militaires, mais il faut bien se faire plaisir un petit peu quand même. On attend la fin de la saison des pluies, en mai donc 1916, et le Burundi est pris en 3 semaines. Et ce qui est assez intéressant, l'article vraiment, cet article est passionnant, c'est que les Rwandais et les Burundais aident les Allemands. Ils résistent à leur côté. On préfère l'occupation allemande que la potentielle occupation belge. Pas de chance, les Allemands ont fui vers le sud, le Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, et donc les Burundais sont abandonnés à l'occupation belge. Et les Belges, finalement, pour récompenser les Congolais, ils vont plutôt accentuer les corvées sur les Burundais. Donc les Burundais faisaient évidemment des corvées pour les Allemands avant, et ils vont notamment, puisque désormais vous avez la campagne du Sud, et notamment avec la bataille de Maingue, désolé si la prononciation n'est pas bonne, il va falloir des porteurs, et ces porteurs, on va les recruter au Burundi. 20 000 hommes. 20 000 hommes qu'on prend plutôt dans les montagnes pour aller combattre dans les plaines.
Et donc, sur ces 20 000 hommes, 2 tiers ne vont pas revenir. Ils sont morts de malaria, de dysenterie, de méningite. Et l'autre point particulier, et c'est pour ça finalement que l'étude de la guerre en Afrique est passionnante, c'est que sur place, les soldats congolais ont totale impunité. Les violences qu'ils peuvent pratiquer à volonté et le viol. Le viol n'est pas du tout réprimé. Et donc, dans la mémoire du Burundi, il y a finalement en 1916 un espèce de point de rupture entre une occupation allemande qu'on va un peu idéaliser quand même si, encore une fois, on l'a vu, par rapport aux effectifs, ça restait assez limité, et une occupation belge qui va être présentée comme terrible. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment le meilleur exemple pour que vous compreniez un petit peu comment doit se penser la Première Guerre mondiale en Afrique. Donc, la transition ici, elle est assez logiquement trouvée avec la suite. On va passer sur les populations, puisqu'on a déjà parlé des viols et de l'impact des guerres sur les populations. Donc ici, je vous ai mis une photographie d'une commission de recrutement, vu que j'ai parlé des soldats qui servent les Anglais et les Français, on parle aussi de ceux quand même qui servent les Allemands. Si on caricature l'histoire militaire, c'est beaucoup intéressé aux batailles, aux grands hommes qui ont pensé les batailles, ensuite aux soldats qui ont été courageux, Verdun, les soldats qui ont failli, qui n'ont pas osé sortir au chemin des dames, qui ont été fusillés, et désormais, justement, on plonge dans les populations. Quel est l'impact des guerres sur les populations? Et donc ici, 2 points peut-être à garder à l'esprit, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est que la violence de la guerre se double toujours, se rajoute à la violence coloniale. Et le deuxième point, c'est que le bien-être des populations africaines en contexte de guerre, vous avez tous entendu parler des tickets de rationnement, du marché au noir, de la pénurie, soyons honnêtes, les autorités occupantes n'en ont pas grand-chose à faire. Qu'un prélèvement en hommes ou en ressources ait des conséquences sur les populations, la plupart s'en moquent. Il faut quand même se garder de toute caricature. Le ministère de la Guerre et le ministère des Colonies ne sont pas d'accord. C'est-à-dire, pour le ministère de la Guerre, priorité au front européen, tant pis pour l'Afrique, on prend les forces vives. Et très rapidement, le ministère des Colonies dit « Attention, si vous prélevez trop d'hommes, comme on l'a vu tout à l'heure donc avec la guerre du Bani-Volta en 1915-1916, il va y avoir des révoltes. Et c'est nous qui devons gérer. Si vous affamez le peuple, c'est nous qui devons gérer. » Je vous raccourcis quand même la fin, c'est toujours le ministère de la Guerre qui l'emporte. Même si, voilà, sur le recrutement, il y a une belle évolution quand même entre 1917 et 1918, dans le sens où on veut éviter les révoltes. Donc on va penser un petit peu mieux le recrutement. Donc justement, sur la question du recrutement, j'utilise toujours les cartes dans l'atlas mentionné au début. Ici, vous avez le nombre d'hommes qui ont été recrutés. Le recrutement a le même sens ici que pour les populations européennes, c'est-à-dire on perd les forces vives d'une famille, d'un village. Très souvent, dans certains villages, d'ailleurs, on fait une sorte de cérémonie d'adieu, où on a appris que l'homme allait partir, que ce soit le mari, le fils, et donc on invite les voisins. On ne sait pas encore si on va partir en Europe ou non. D'ailleurs, autre point nuancé, toujours pour les soldats africains, quand vous êtes, je reprends la Haute-Volta ou la Côte d'Ivoire, aller combattre au Cameroun, ce n'est pas combattre dans son territoire de proximité. C'est peut-être mieux qu'aller combattre en Europe, mais dans tous les cas, il y a quand même un changement, comme on l'a vu tout à l'heure pour les Burundais. Alors, vous voyez ici la spécificité, c'est que 70 à 80% des hommes, alors c'est différent pour les soldats du Maghreb, mais pour les soldats d'AEF, 80% des hommes ont servi en Europe. Les soldats d'AEF n'ont jamais servi, alors vous avez quand même un beau petit exemple qui a été développé par Colette Dubois dans sa thèse. En 1918, il y a un bateau avec à peu près 5000 hommes qui part vers Dakar, et ensuite qui devrait être envoyé en Europe. Entre-temps, on apprend l'armistice, donc ils vont rentrer chez eux. 1/5 de l'effectif est mort, c'est-à-dire à peu près les mêmes chiffres que ceux qui sont morts au front, à cause de la grippe espagnole. Évidemment, servir l'armée n'a pas le même sens pour un soldat lozérien, breton, ou un lozérien africain. Ici, je prends l'exemple des soldats algériens pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été légèrement évoqués ce matin. On a à peu près 150 000 soldats algériens qui ont été enrôlés, et en 1940, la moitié sont faits prisonniers. Ce qui est assez intéressant dans l'article que je vous ai mis ici, de toute façon tout est récapitulé à la fin, c'est la différence de traitement des soldats algériens. Pour des raisons économiques et pour des raisons de praticité, on leur donne du porc, tant pis pour les obligations religieuses. En revanche, on ne leur donne pas d'alcool pour respecter la religion. Donc il y a tous ces paradoxes, aussi les sépultures. On fait toujours en sorte, si vous voulez, qu'il y ait une tombe individuelle,
évidemment, pour les soldats, qu'ils soient coloniaux ou issus du Maghreb, très souvent, ça ressemble plus à des fosses collectives. Donc, il y a vraiment une différence dans la forme de combat, ce qui explique que les refus soient nombreux. Alors, je ne vais pas répéter ce qu'a dit tout à l'heure Benoît Beuchet, mais évidemment, le stade ultime, finalement, c'est la révolte. Ici, vous avez la guerre du Bani-Volta, voilà, avec toutes ses complexités. C'est-à-dire, ce n'est pas les sociétés en guerre contre les Français. Vous avez le 2e régiment de tirailleurs sénégalais avec des auxiliaires qui viennent sur place. Et donc, il y a une division des sociétés africaines. Des villages africains sont brûlés par d'autres villages africains, puisqu'ils ne sont pas d'accord sur la conduite à tenir vis-à-vis de la puissance occupante. Donc, un décret, j'aurais dû commencer par ça, un décret du 5 octobre 1915 demande le recrutement de 50 000 hommes. 50 000 hommes. Et vous avez 200 000 tirailleurs sénégalais qui ont servi dans la Grande Guerre. Et donc là, le recrutement est beaucoup trop fort. Alors, c'est vrai qu'après 1915 et 1916, il n'y aura plus de grandes révoltes. Mais il y a d'autres moyens de fuir le recrutement. De fuir dans une colonie britannique, de se cacher. Et parfois, c'est toute la société villageoise qui entoure les hommes. On les nourrit plus. On fait en sorte de présenter les plus faibles. Vous avez des taux d'inaptitude qui sont hallucinants devant les commissions de recrutement. 70 à 80%. 70 à 80% des hommes ne sont pas retenus en raison de leur physique. Donc c'est que, évidemment, on présente devant ces commissions les soldats les plus faibles. On va quand même essayer d'avancer un petit peu. Voilà, hein, sur l'exemple de la guerre du Bani-Volta, donc j'ai pris le livre de Céleste Koulibaly, bon, qui fait une comparaison avec laquelle on ne serait pas forcément d'accord sur la guerre de Vendée, mais qui a bien travaillé dessus, c'est-à-dire il nous montre que, bon, en prenant les sources, il a trouvé que 189 000 cartouches de fusil avaient été utilisées, près de 2500 obus, pour une guerre qui n'est pas censée être une guerre d'artillerie. Donc cette opposition, voilà, elle est violente, mais il faut vraiment la décliner. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de révolte qu'on accepte le recrutement. Je regarde si, voilà, j'oublie rien, parce qu'il faut quand même que je raccourcisse un petit peu. Si on prend les sociétés, j'ai beaucoup parlé de soldats. Prenons le cas du Nigeria, donc je n'ai pas pu mettre le livre sur lequel je m'étais appuyé pour faire ça. L'engagement n'est pas forcément timide, opportuniste, l'engagement peut être franc. Dans la société du Nigeria, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la mobilisation elle est immédiate. Le 3 septembre 1939, Neville Chamberlain déclare la guerre à l'Allemagne. Immédiatement, les dirigeants locaux demandent à ce qu'il y ait un mouvement de solidarité derrière les Britanniques. On comprend le sens de la guerre. Du côté des journaux, le West African Pilot, dans un éditorial du 26 août, demande à ce que la société nigériane fasse bloc pour la guerre qui s'annonce derrière les Britanniques. Sur les hommes, je ne vais pas encore insister sur les soldats, ça va faire beaucoup, mais bon, le Nigeria va fournir 140 000 soldats. Et surtout, et c'est là en fait le point intéressant, c'est que les sociétés sont mises à contribution. Alors, on a parlé du portage, mais l'Afrique, à ce moment-là, c'est 50% de l'or du monde, 90% du cobalt, presque la totalité de l'uranium. Il faut aller chercher dans le sous-sol. Évidemment, sur qui on va s'appuyer? Sur les populations, ce qui nous amène sur la mobilisation économique. La Deuxième Guerre mondiale, elle est passionnante en ce sens, puisque au fur et à mesure où les Britanniques perdent leurs colonies en Extrême-Orient, ils doivent se rabattre sur le plan des ressources sur leurs colonies en Afrique. Et donc, l'Afrique va être mise fortement à contribution pour aller chercher ce qu'il faut dans le sous-sol, huile de palme, caoutchouc, bois. Donc le livre que j'ai pris, qui est un livre en anglais, nous parle également donc, du plateau de Jos, dans le centre du Nigeria, où le travail forcé existe depuis longtemps en Afrique. Je vous renvoie aux travaux notamment de Romain Tiquet. On remet en place le travail forcé pour pouvoir aller chercher l'étain. Et donc ici, il va y avoir des fuites, des désertions, il y a un refus. Alors qu'au début, il y avait plutôt du soutien. Par rapport à cette pression qui est mise sur la population et sur leurs ressources, c'est assez terrible. Alors, je n'ai pas les chiffres pour les ports du Nigeria, mais j'ai vu que pour le port de Freetown en Sierra Leone, on est à 1 ou 2 bateaux par jour en 1938, qui vient dans le port. En 1942, on est à 50 bateaux par jour. Donc vraiment, l'Afrique est une pièce maîtresse et elle ne doit pas tomber. C'est-à-dire elle sécurise la route des Indes. Encore une fois, elle n'a pas le même sens pour les Italiens, les Allemands et surtout les Britanniques. Pour les Britanniques, c'est une pièce maîtresse de leur dispositif. Et il manque enfin la mobilisation idéologique. Évidemment, les Britanniques vont surfer dessus. Merci de nous servir. Évidemment, il y a d'un côté le bon empire, le bon impérialisme, l'impérialisme britannique, et en face, l'impérialisme destructeur allemand.
Les Allemands feront évidemment le schéma inverse. Par exemple, au Soudan septentrional, on insiste un petit peu, voilà, on inverse un petit peu le paradigme, révoltez-vous, et avec nous, vous aurez la liberté. Donc voilà, il y a cette espèce de guerre idéologique des deux côtés. David Eisenhower, en fait, on retrouve ça, finalement, cette idée de grande croisade, avec cette approche un petit peu manichéenne des deux camps. C'est difficile pour le Nigeria, mais imaginez pour les pays occupés par la France, où on doit choisir entre Vichy et la France libre. Le choix de la France libre, c'est un choix particulièrement audacieux au début. Un des premiers à le faire, c'est Félix Éboué, gouverneur du Tchad, qui est le 3e compagnon de la libération. Le Tchad est un des premiers territoires à rejoindre De Gaulle. Ce n'est pas une attitude générale, si on prend le Maghreb ou si on prend Madagascar. Madagascar, on fait le choix de Vichy, pour le pire. Pourquoi ? Alors, ici, je prends Eric Jennings, j'aurais cité plein d'articles remarquables, mais Eric Jennings signe un article dans lequel il montre en fait comment le petit administrateur colonial va se retrouver dans un contexte de guerre avec un pouvoir terrible, et il va appliquer les consignes de Vichy à la lettre. Embrigadement de la jeunesse, travail forcé. Vous avez cette particularité, à noter le terme de smotig, c'est le travail forcé, en fait, c'est l'acronyme pour le travail forcé à Madagascar, qui a existé entre 1927 et 1937, qui a concerné à peu près 50 000 hommes. C'est un bon exemple, hein, évidemment, qui est un petit peu antérieur à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, de 1940 à 1942, Madagascar est un ennemi des Alliés. Pour les Britanniques, ils ont peur que Madagascar tombe dans l'influence japonaise. Donc, on met un blocus en place extrêmement solide contre Madagascar, qui ne va pas poser beaucoup de problèmes aux Allemands, qui ne va pas poser beaucoup de problèmes à Vichy. En revanche, les populations vont souffrir de cette pénurie. Et donc, il prend ici l'exemple d'un administrateur local qui s'appelle Charles-André Constantini, qui est dans la province d'Itassi, qui est en plein centre de Madagascar, et il applique tout. Alors, les mesures anti-juives, oui, mais il y a plus de francs-maçons que de juifs à Madagascar, donc il y a une répression qui s'abat sur les francs-maçons, l'embrigadement de la jeunesse, et finalement on est dans un endroit où l'autorité coloniale, il n'est pas obligé de faire autant de zèle. Et vraiment, l'article ici nous montre comment le petit administrateur colonial va profiter du contexte de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre en place les consignes de Vichy. Évidemment, qui est le libérateur à Madagascar ? Ce sont les Britanniques, ce ne sont pas les Français libres. Et ça, c'est très important pour la suite. Donc les Britanniques débarquent à Diego Suarez fin du printemps 1942. Au fur et à mesure, ils vont reprendre l'île en l'espace de 6 mois. Vichy signe l'armistice en novembre, je crois, 1942. Donc du coup, de 40 à 42, on a été occupé par Vichy, et après, ce sont les Britanniques qui ont libéré Madagascar. Et donc, vous voyez ici, quand vous rentrez par les populations, imaginez le nombre d'exemples qu'on a et le nombre d'exemples à côté desquels je passe, on voit vraiment à quel point la colonisation a été... les deux guerres ont été terribles parce qu'elles se sont superposées à des situations assez particulières. Et donc, vous voyez que l'engagement est certain. C'est donc assez logique qu'avec les sorties de guerre, notamment celle de la Deuxième Guerre mondiale, les revendications vont être particulièrement importantes. Je me suis fait plaisir quand même, fallait bien pour l'illustration, même si on ne développera pas l'exemple. C'est le monument aux morts de l'armée noire, et en fait c'est le même à Bamako et à Reims. L'histoire de ce monument, elle est fascinante, mais bon, quand elle ne rentre pas dans notre sujet et qu'on va être limité par le temps, on va avancer. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur les sorties de guerre ? Une fois de plus, les principaux acteurs n'en ont pas grand-chose à faire. Récompenser les Africains pour ce qu'ils ont donné, même s'il y a une différence entre la Deuxième et la Première Guerre mondiale, même si certains acteurs, notamment les 4 communes du Sénégal pendant la Grande Guerre, arrivent à tirer leur épingle du jeu, la priorité n'est pas là. La priorité est évidemment de redresser la métropole. Deuxième chose, on dit toujours, oui, l'Afrique a été abandonnée. Donc, c'est-à-dire, en fait, on pense l'Afrique avec ou contre le colonisateur. Mais on peut aussi la penser sans le colonisateur. Certains Africains n'attendent rien de la métropole. Pour le retour des blessés, etc., l'aide, elle se résume à peau de chagrin. Donc, c'est pas parce qu'on disparaît des sources que ce sont forcément les Français qui ont abandonné. Oui, mais ça peut être aussi un choix africain, c'est-à-dire de se rabattre sur les moyens locaux, notamment pour pouvoir se soigner. Justement, je reprends le cas des combattants. Alors, retenez qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, ces 4 territoires ont disparu. Le Togo et le Cameroun sont passés à la France, le Burundi et le Rwanda à la Belgique, la Tanzanie au Royaume-Uni et la Namibie à l'Union d'Afrique du Sud.
pour le retour, on fait très attention, notamment pour les soldats qui sont partis servir en Europe. Généralement, on les a amenés de manière très brutale, et souvent, il y a eu des épidémies dans les bateaux. Donc là, en fait, les soldats sont ramenés dans le cadre de compagnies de commerce, c'est-à-dire ils sont parmi d'autres passagers. Ça se passe relativement bien. Quand on connaît le contexte sanitaire, avec la grippe espagnole, il y aurait pu avoir plus de catastrophes. Il y a une catastrophe, mais ça n'a rien à voir avec le sanitaire. C'est en 1920, le paquebot Afrique, qui va couler au large de Bordeaux, mais à cause d'une avarie. Il y avait 192 tirailleurs sénégalais dedans. Selon les sources, tous sont morts ou il y aurait 3 survivants. Mais ça concerne tous les passagers. Donc ce n'est pas propre, si vous voulez, aux tirailleurs sénégalais. Donc finalement, le retour, quand il se fait à Dakar, l'Afrique occidentale française, c'est grand 7 fois comme la France. Donc certains hommes, quand ils débarquent, vous avez un centre qui s'occupe des mutilés à Dakar. Quand je dis un centre, une cabane, vous avez 5 employés, dont 2 qui viennent de France, et qui parfois avancent sur leur propre denier. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher le matériel avec leur propre argent. Globalement, ils sont abandonnés par le centre de Bordeaux, qui leur fournit des matériaux de moins bonne qualité, c'est-à-dire une prothèse en Afrique est de moins bonne qualité. Dans les sources, j'ai trouvé qu'une seule explication, c'est qu'à cause du climat, ces matériaux se détériorent plus vite. Je cherchais d'autres explications, mais les sources ne me les ont pas données. Donc, généralement, encore une fois, on n'a pas grand-chose à attendre pour les anciens combattants, en restant en contact avec la métropole, même s'il y avait des emplois réservés, par exemple. Pour la Seconde Guerre mondiale, les choses sont assez différentes. Les sociétés se sont engagées, parfois avec conviction, on l'a vu avec le Nigeria, et massivement. Et l'aide ayant été plus conséquente, les attentes sont encore plus importantes au lendemain donc, de la Deuxième Guerre mondiale. Autre chose, pour le coup, là, l'image de l'homme blanc, de l'invincibilité de l'homme blanc, elle est profondément écornée. Imaginez ce que l'on pense des Français à Madagascar et la question « est-ce que l'on peut battre l'armée française ?» La réponse finalement n'est pas caricaturale. Aussi, les soldats qui ont servi la France ont vraiment servi. À Bir Hakeim, c'était eux les plus importants. Le débarquement en Andeville, ils sont en nombre. Pendant la campagne d'Italie, ils étaient là. Et si vous voulez, à partir du moment où ils ont débarqué en Provence, et ils remontent vers le nord, qu'est-ce qu'on fait? On blanchit les troupes. Le blanchiment des troupes, c'est l'expression. C'est-à-dire, on remplace les tirailleurs sénégalais, des militaires, hein, de vrais militaires, par des résistants et des membres des FFI. C'est-à-dire, qui ont peut-être combattu, etc., mais qui n'ont pas évolué en unité militaire. Clermiot parle d'une hérésie militaire. Et on n'a pas assez de matériel. C'est-à-dire, ces hommes qui ont fait le débarquement, qui ont servi pendant la campagne de Tunisie, doivent se déshabiller, donner leur équipement et repartir dans les camps du sud de la France. Vous rajoutez par tout ça Tiaroy. Tiaroy, en fait, en décembre 1944, les soldats qui sont revenus à Dakar, certains ont été prisonniers, d'autres ont servi, bref. Ils demandent assez logiquement leur pension. Hein. L'histoire est très compliquée, mais bon, je dois la raccourcir. L'armée française finit par ouvrir le feu, 70 morts. Donc, le chiffre initial était de 35, désormais on est à 70. Il y aurait encore des études à creuser sur cette question. Donc du coup, il y a une vraie attente au lendemain. C'est-à-dire, par rapport aux sacrifices qui ont été faits, on attend quelque chose. Ce qui est plus dur à mesurer, comme le dit Camille Lefebvre, c'est finalement jusqu'où cette guerre a fait ressortir l'identité africaine des différents combattants. Surtout que ça s'est couplé à un sentiment d'injustice. Et donc, dernier point, toujours ici, la charte de l'Atlantique. On l'a beaucoup diffusée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bah oui, donc au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est assez logique que beaucoup de dirigeants demandent à ce qu'elle soit appliquée sur place. Ça va rentrer. Autre point, donc, c'est la militarisation du mariage. Si vous voulez, donc, on fait beaucoup référence à Madame Tirailleur, celle qui accompagnait les tirailleurs sénégalais sur le champ de bataille jusqu'au Maroc avant la Grande Guerre. Évidemment, avec la Grande Guerre, c'est fini. Les femmes ne vont pas accompagner les combattants. Donc du coup, il va falloir désormais gérer la distance. Pensez qu'il n'y a aucun contact. Anne-Clémentine Larocque parle du pacte épistolaire. Vous savez, pendant la Première Guerre mondiale, à quel point les lettres étaient importantes. Évidemment, pour les soldats africains, c'est pas question. Dans le meilleur des cas, vous recevez quelques notes, évacué à l'hôpital, en bonne santé, décédé. Mais c'est tout, ça ne va pas plus loin que ces quelques messages. Et en fait, ici, Sarah Zimmerman montre comment le mariage a été militarisé, c'est-à-dire entre tirailleurs sénégalais et africaines. Si
le soldat est mort et que la femme voudrait toucher la pension, entre guillemets, hein, il faut que le mariage soit monogame pour qu'il soit reconnu. Et donc, il y a une vraie transformation des pratiques du mariage avec ce côté militaire. Dernier point, je finis sur un point de comparaison en prenant deux exemples croisés. Lamine Senghor, donc Lamine Senghor, lui, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Il a été engagé à Dakar. Il n'est pas originaire de Dakar, c'est important pour la suite. Il va combattre à la Somme, il va faire le chemin des dames qui avait été évoqué tout à l'heure, et il reçoit une attaque au gaz moutarde à la fin de l'année 1917. Il aura la tuberculose par la suite. Entre-temps, en fait, il s'est alphabétisé. Il a rencontré, les tirailleurs sénégalais, en fait, pendant les 6 mois d'hiver, ne combattent pas. Donc il a rencontré dans le sud de la France, dans le Var, Eugénie Caumont, qui va devenir son épouse. Il repart à Dakar en 1919. En fait, vous avez les 4 communes à Dakar, Dakar, Rufisque, Gorée et Saint-Louis, dans lesquelles vous avez la citoyenneté française. C'est-à-dire les gens qui résident ici ont la citoyenneté française. Donc lui, en fait, il va faire en sorte d'obtenir la citoyenneté française alors qu'il n'est pas là, pour obtenir une pension un petit peu plus élevée. Il va l'obtenir, et là, il revient en France. Et il revient en France, et qu'est-ce qu'il fait? Après avoir fait 2 enfants et obtenu un poste dans les PTT dans le Var, les facteurs, il milite. Il milite dans le Parti communiste, il fait les discours à côté de Jacques Doriot, à l'époque où il était dans le Parti communiste, et au fur et à mesure, il glisse vers le panafricanisme. Mais en fait, il va mourir de sa santé, qui est extrêmement déficitaire depuis l'attaque au gaz. Autre exemple que je dérobe à Pascal Barthélémy, c'est les Sénégalaises. Les Sénégalaises qui vont voter le 1er juillet 1945, bah oui, il y a le droit de vote en France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Les Sénégalaises vont voter, mais pas toutes, juste celles qui ont la citoyenneté française. Donc on a cette espèce de paradoxe, qui est vraiment très bien montré par Pascal Barthélémy sur 10 pages, où vous avez une partie des Sénégalaises qui vivent dans ces 4 villes qui vont voter. Et donc on a toute une série de manifestations, avec des hommes, des femmes qui viennent d'autres lieux, qui disent « Mais attendez, ce sont tous nos enfants, tous nos pères, etc., qui ont été combattre. Ce sont toutes les Sénégalaises qui doivent obtenir le droit de vote, surtout que dans les Antilles, à La Réunion, on vote. » Et donc cet exemple, il est vraiment éclairant finalement pour pouvoir tout doucement terminer notre propos. Évidemment, je n'ai peu parlé des colonies italiennes, je n'ai pas parlé d'Afrique du Sud, je n'ai pas parlé d'Égypte, mais bon, pour reprendre l'allégorie de François-Xavier Fauvel, j'ai apporté quelques pièges, je l'espère, dans le puzzle. Et donc finalement, vous voyez bien que ces 2 guerres mondiales, vous devez les aborder dans une perspective particulière, et surtout, je pense que, c'est pas bien de dire ça à la fin de sa présentation, mais il faudrait commencer par la fin, c'est-à-dire il faudrait vraiment rentrer par les acteurs, les Africaines et les Africains, pour retrouver les enjeux politiques. En gros, il vaut mieux parler de Lamine Senghor et des Sénégalaises qui vont voter que des combats entre Patton, Montgomery et Rommel. Sur le plan bibliographique, donc, je vous ai tout mis ici. Donc, vous pourrez tout retrouver, notamment l'ouvrage que j'ai utilisé pour le Nigeria. Je n'avais pas de place. Et sur les 2 minutes qui me restent, voilà, je vous offre mon kit de survie. J'ai traversé pas mal de librairies, etc., avec des livres qui sont très inégaux quand on travaille sur l'Afrique. Donc je vous ai mis que des historiennes et des historiens de l'Afrique, c'est mieux généralement. Il y a une exception, c'est Pierre Singaravello, mais il est pardonné parce que c'était pour une précédente question au concours, et l'Asie était concernée. Mais dans le livre, j'y reviens tout de suite. Alors, je pense, j'ai pas vu quand j'étais derrière, mais je pense que la question se travaille vraiment avec des cartes. Pour comprendre l'Afrique, surtout entre 1900 et 1980, il faut prendre des cartes, et c'est vrai que là, l'Atlas, évidemment, il englobe toute l'histoire de l'Afrique, mais il y a beaucoup de bonnes cartes dedans qui vous permettront de vous situer. Terme important sur le plan historiographique. La lettre de cadrage, évidemment, et en complément de la lettre de cadrage, je vous renvoie vers l'introduction de ce livre qui a été évoqué. Ici, vraiment, un chef-d'œuvre. Je ne suis pas dedans, donc vraiment, il n'y a pas d'autopromo, vous inquiétez pas. Mais vraiment, l'introduction est magnifique. Il y a plusieurs chapitres. Tout à l'heure, ça a été évoqué par le panafricanisme. Le chapitre de Pascal Barthélémy sur la colonisation, rien que son titre, la colonisation, nouvel être au monde de l'Afrique. Je veux dire, vous êtes en plein dans la question. Donc vraiment, ne vous privez pas. Et des ouvrages qui relèvent un petit peu plus du manuel, mais qui se répondent, donc l'ouvrage de Pierre Singaravello, mais dedans, vous avez Sylvie Thénault, Isabelle Surin, Bouta Temad, Frédéric Cooper, bref, vraiment, il y a pas mal de chapitres. Je pense que ça doit coûter 11 € et toutes les bibliothèques doivent l'avoir. Donc tout ce qui est là, évidemment, à mon avis, vous l'avez gratuitement. Guillaume Blanc a sorti donc son livre sur les décolonisations. Vous voyez tout à l'heure que ce que j'ai fait, je l'ai pillé allègrement, pour l'exemple sur les soldats algériens, puisqu'en fait, ce qu'il vous fait, c'est qu'il vous met une 50aine d'encadrés. C'est long. Il vous met une 50aine d'encadrés qu'il utilise comme exemple, et à la fin, il cite ses sources. Donc vous pouvez partir sur la source, ce que j'ai fait, et j'ai pris finalement ce qui m'avait intéressé. Donc voilà, je trouve que
ce manuel est très intéressant pour utiliser des exemples. Il me reste 49 secondes, j'utiliserai le livre de Pascal Barthélemy, qui n'est pas ici, mais bon, je l'ai cité juste avant pour avoir des exemples bien féminins. Frédéric Cooper, il est incontournable. L'Afrique en 1940, désolé, mais il faut le lire. Et enfin, si jamais, dans la salle, certains préparaient le CAPES, bonne nouvelle, le manuel, il existe déjà. La question, elle est plus ou moins tombée telle qu'elle en prépa, et donc c'est La France et l'Afrique, 1830-1962, donc les dates ne sont pas les mêmes, mais voilà, il faudra retrouver une introduction, mais dedans, vous avez une sorte d'All-Star Game des historiennes et historiens de l'Afrique, donc vraiment, vous pouvez aller directement dessus. Voilà, je vous laisse, j'espère que parmi ces livres, vous en retiendrez certains, tous les livres qui ont été cités, mais pas pour votre bibliothèque d'agrégatifs ou d'agrégatives, mais bien d'historiennes et d'historiens, et que ces livres resteront définitivement chez vous. Merci.